Eh bien, comme je disais, on va commencer et on va entamer cette matinée ensemble. Donc, bienvenue, à toutes et à tous. Je suis Mégane Roncier, je travaille au sein donc de l'AFES, l'Association française pour l'étude du sol, qui vous propose ce matin, cette matinée. On est en direct donc, comme je le disais, de Caen, de Rouen et certains étudiants aussi, dans l'est. J'ai pas exactement le compte, mais voilà, dans chaque amphi, on est près de 200 étudiants ce matin. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu présent et d'être là aujourd'hui pour cette cinquième journée de la 11e édition de la Journée mondiale des sols qui se déroule en Normandie, qui a commencé vendredi dernier et qui se terminera donc jeudi, le 5 décembre. Donc, la Journée mondiale des sols, c'est un événement mondial, comme le dit son nom, qui a été, créé par la FAO et donc en France, c'est l'AFES, l'Association française pour l'étude du sol, société savante du coup autour des sciences, du sol, qui l'organise en France aux côtés depuis 2023 de 3 autres réseaux, sol français, le GISOL, le ERNEST et le RMT, Sol et territoire. Donc cette année, le thème de la JMS 2024, c'est les données et informations sur les sols. Donc un thème, c'est sûr, pas très facile, qui fait, rentrer très rapidement dans des préoccupations, on va dire, techniques et en tout cas, voilà, un thème pas très facile. Mais, on va essayer de vous apporter ce thème d'une manière un peu plus simplifiée. Apolline fera ça très bien ce matin. Hem, donc voilà, la JMS, comme je le disais, c'est une semaine d'événements, des événements en salle, des événements, sur le terrain, notamment cette année avec une tournée de fosses, 10 fosses pédologiques qui ont été ouvertes sur lesquelles on tourne depuis, samedi dernier maintenant, grâce donc à nos pédologues présents sur le terrain et qui expliquent et qui décrivent, les horizons de sol. Cette année également, grâce à cette thématique, c'est un lien fort avec les sciences et recherches participatives et notamment le rôle du citoyen. Probablement Apolline reviendra sur tout ça, lors de sa conférence et un autre point fort aussi, c'est, le lancement de la version jeune de la fresque du sol. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, si vous avez déjà eu l'occasion éventuellement de l'expérimenter, mais en tout cas, voilà, il y a le lancement de cette nouvelle, version de la fresque du sol. Hem, des remerciements effectivement pour tout ça, pour de manière générale, donc je l'ai dit, les co-organisateurs de la JMS, donc l'AFES, le GISOL, le RNEST et le RMT Sol et Territoires. Merci aussi aux financeurs, de cet événement, qui nous permettent de nous réunir, ce matin et de réaliser, tous ces événements pendant une semaine. Merci aussi à l'équipe organisatrice, les administrateurs de la FES, les salariés, tous les pédologues mobilisés sur les fosses cette année, les bénévoles évidemment, puisque, tout ce travail, se fonde également sur un grand soutien de la part d'une équipe de bénévoles, qu'on remercie, chaleureusement. Et bah, pour ce matin, on remercie donc, la conférencière Apolline Auclair que je vais laisser se présenter dans le début de son intervention, juste après. Hem, Ensuite, on aura donc, enfin, je vais vous faire aussi le petit programme de la matinée en même temps. Donc on commence par une session de conférence, retransmise en direct à Caen et à Rouen, là jusqu'à, 10h30. Ensuite, on aura une petite pause active. On a une petite, on vous prépare une petite surprise. Donc voilà, vous verrez ça tout à l'heure. Avant, du coup, la deuxième partie de matinée, à partir de 10h30, 10h45, après la pause, sur des ateliers dans les 2 amphis, à Caen et à Rouen. Et donc là, je remercie la présence d'Anne Blanchard, à Rouen, du projet Sol Éco, qui se présentera donc, à Unilassal et qui donc est un porteur de projet, de sciences et recherches, participatives sur les sols. Et on remercie donc les universités, d'accueil,
à Caen, je remercie Daniel Delahaye et toute son équipe, pour l'organisation de cet événement et l'accueil. Et à Rouen, je remercie, Wassila Anglais et Isabelle Gatin, d'eux aussi nous avoir, permis, d'accueillir et de vous accueillir, vous, les différents, établissements qui avaient répondu présents à cet appel. Je crois que j'ai tout dit. J'ai fait le non, une petite annonce avant de commencer, pardon, du côté, de l'AFES, quelque chose qu'on va proposer, à des masters, puisqu'effectivement un des intérêts pour nous d'organiser une journée, jeune dans le cadre de la Journée mondiale des sols, c'est aussi, pour nous, c'est aussi un vrai enjeu, de pouvoir se rapprocher d'étudiants, de publics jeunes, puisqu'il y a un vrai besoin de formation sur les sols. On a besoin de nouveaux pédologues, d'étudiants qui étudient, les sciences du sol. Donc on veut proposer l'an prochain, à l'occasion des journées d'études des sols, en juillet 2025 et qui auront lieu donc en juillet 2025, à Genève, une compétition d'étudiants autour de la description et de l'estimation de la qualité, santé des sols. Donc voilà, on voudrait ouvrir, cette grande compétition, qui serait, sur 2 jours. On vise principalement des masters qui ont, déjà reçu, une certaine formation autour de la pédologie ou des cours autour de la pédologie. Donc voilà, si jamais, ça a attiré, l'attention de certains, n'hésitez pas à venir nous voir durant la matinée, ou à suivre éventuellement, les activités, de l'AFES et puisqu'on communiquera donc auprès de notre réseau, sur cette compétition. Mais voilà, si vous avez un certain intérêt à éventuellement participer à une telle compétition de description des sols, n'hésitez pas à vous manifester ou même vous, accompagnants et enseignants qui êtes là ce matin, à venir nous voir si vous voulez en savoir plus. Voilà. De mon côté, ça va être fini pour l'introduction et le mot d'accueil. Encore, merci à tout le monde qui a contribué à cette matinée. Merci à vous, étudiants, d'être là. Merci pour votre attention ce matin, pour vos questions, pour votre intérêt, l'intérêt que vous porterez à tout le contenu qui va vous être, partagé. Et sur ce, je vais laisser la parole, à Apolline Auclair, pour donc, la conférence, de ce matin. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Est-ce que c'est bon pour le son? Pareil, je vous demande juste de lever la main si c'est OK. Super, merci beaucoup. Je vais pouvoir partager mon écran pour que vous puissiez suivre. Alors, hop. Est-ce que c'est bon pour la présentation? Ok, donc du coup, je vais commencer par me présenter. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Mégane, de m'avoir proposé, et puis bien sûr toute l'équipe de la FES de m'avoir proposé pour cette conférence. J'ai hâte de vous partager, vous allez voir ma passion sur la biodiversité des sols, et donc je vais commencer par me présenter justement avant de vous questionner. Alors déjà, qui suis-je? Donc pour vous expliquer un peu ce que je fais dans la vie, je suis enseignante-chercheuse, ça s'appelle maître de conférence, hein. Pour les plus jeunes, j'aime bien expliquer ça parce qu'il y a des mots étranges, mais ça veut dire que je fais de l'enseignement, et donc l'enseignement, j'ai la chance d'avoir des élèves face à moi, des étudiants, qui sont au niveau bac+3, bac+5 à l'Université de Lorraine, donc plus précisément à Nancy, et en fait, ils ont choisi un parcours en agronomie et en industrie alimentaire à l'ENSAIA. Peut-être vous connaissez, voilà. Ensuite, je fais des recherches, puisque je suis chercheuse également. Et donc là, c'est au laboratoire Sol et Environnement. Et sans aller dans les détails, en tout cas, mon laboratoire est attaché à INRAE. Peut-être ça vous parle aussi, cet Institut national de la recherche en agronomie et environnement. Et également à l'Université de Lorraine. Voilà. Donc vous me voyez aussi en photo là un peu partout. Donc j'adore aller sur le terrain. Là, on n'aura pas trop la chance d'aller ensemble sur le terrain, mais je vais essayer de vous plonger quand même dans le sol pour vous le faire découvrir. Et puis, vous me voyez en haut à droite de l'écran avec des enfants, parce que en fait, j'adore aussi partager mes connaissances. La médiation scientifique, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, et donc je suis très heureuse de pouvoir vous parler de ce que j'étudie.
Donc, qu'est-ce que j'étudie? En fait, ça va être toute la biodiversité des sols, mais je vais vous faire découvrir après. Donc, on peut m'appeler écologue des sols ou biologiste des sols par rapport à ça. Et pour vous situer, hein, ça fait à peu près 11 ans que je suis enseignante-chercheuse et j'avais la thèse avant, puisque c'est comme ça que j'aime bien rappeler hein, comment on arrive au niveau enseignant à l'université, c'est en ayant fait une thèse. Donc, pour rappeler aux plus jeunes, c'est Bac+8 la thèse. Et donc, je me suis spécialisée en écologie des sols pour mieux comprendre tous ces organismes qu'on ne connaît pas beaucoup. Voilà, donc là, je vais faire appel à vous. Donc, je vais faire des petits changements d'écran. Ah oui, par contre, il faut que vous le voyez quand même. Donc là, je vais vous demander d'utiliser vos smartphones ou alors directement aller sur le smartphone. Vous allez sur WooClap. Et en fait, vous pouvez soit scanner le QR code, soit taper le code de l'événement qui est proposé, la QR XTAI. Donc pour vous dire, c'est le code qui sera toujours le même tout au long de ma présentation, puisque je vais intégrer des questions au fur et à mesure. Je vous laisse vous connecter. Alors, du coup, ma première question, c'est, d'après toi, c'est quoi un sol? Et donc là, j'ai trois propositions, normalement, vous le voyez sur vos écrans de smartphone. C'est d'après vous, ce qui est en dessous quand on regarde en dessous de nous ou par terre. Ça peut être une surface sur laquelle l'humain fait ce qu'il souhaite sans réfléchir à ses impacts, ou alors c'est un écosystème en 3D, donc en 3 dimensions, qui apporte beaucoup de choses à l'homme et il a de la chance. Donc là, vous avez le choix d'en choisir un ou trois, c'est à vous de voir. Et donc du coup, je vais changer ma présentation pour voir ce que vous répondez en même temps. Super, vous avez déjà commencé, c'est parfait. Donc là, normalement, vous voyez qui répond quoi. Donc c'est assez rigolo de voir, donc vous êtes 287 qui sont connectés en direct. Et donc là, vous avez la majorité avec la dernière, l'écosystème en 3 dimensions qui apporte beaucoup de choses à l'homme. C'est marrant, il y en a qui cochent la 1 et la 2, mais qui enlèvent après, j'ai l'impression. Euh, Ok, donc alors c'est une question gentille pour commencer, et bien sûr je vais vous en parler un peu plus du sol juste après, mais en fait tout était bon, ça dépend comment on perçoit le sol, mais en tout cas ça fait vraiment plaisir par rapport au nombre que vous êtes, de voir que pour la majorité d'entre vous, vous pensez que l'écosystème sol, donc là vous entendez déjà que le sol est un écosystème et qu'en plus il y a 3 dimensions, et en effet c'est très très important puisqu'en fait on oublie souvent ça et on pense que c'est souvent une surface. Donc, je vous remercie pour cette question. Je ferai apparaître les questions les unes après les autres au fur et à mesure de ma présentation. Donc là, je reviens à ma présentation. Je voudrais juste que le bandeau s'enlève. Là, ce serait mieux. Attendez, j'ai un petit bug technique comme d'habitude, mais c'est pas grave, je vais y arriver. Voilà, c'est bon. Alors, en effet, donc là, je souhaite vous présenter le sol assez rapidement, hein, puisque vous avez compris que normalement, on devrait faire des sorties sur le terrain, donc on appelle des fosses pédologiques pour voir vraiment la profondeur du sol. On peut faire des fosses de 1 mètre jusqu'à 1,50 m. Ça nous permet de voir toutes les couches qui sont appelées en fait horizons quand on est pédologue, comme on nomme les spécialistes sur le sol. Et donc, en fait, là, je vous explique rapidement. Donc, peut-être certains et certaines d'entre vous savent déjà comment ça se forme un sol, hein, mais là, vous revoyez exactement, en fait, les processus qui se passent lors de création d'un sol. Et donc, pour expliquer, vous avez une roche-mère, hein, comme on appelle. Donc, il faut imaginer un minéral, une roche qui est présente. Et puis après, elle va s'altérer avec le climat, il y a aussi les organismes biologiques qui vont venir petit à petit dégrader, entre guillemets, cette roche et grâce à ça, en fait, vous avez un sol qui va pouvoir se former, comme vous le voyez sur le schéma, avec différents horizons. Donc c'est pour ça que quand on regarde un sol en profondeur, un peu comme sur le dessin là, on va pouvoir observer chaque horizon avec des particularités dans chaque horizon. Donc beaucoup plus de matière organique, donc ce qu'on appelle toutes les matières mortes. Là, en automne, en plus, on voit très bien avec les feuilles qui tombent au sol. Donc c'est un exemple de matière organique morte. Et puis après, tout va se dégrader grâce aux organismes que je vais vous présenter après. Et donc, vous avez toutes ces couches qui vont se former au cours du temps. Et là, vous voyez sur la droite, malheureusement, les chiffres au cours du temps, un sol va se former. On estime, hein, parce que vous imaginez bien que c'est difficile à vraiment quantifier, qu'on a 0,05 mm de sol qui est créé par an, donc en moyenne.
Donc, ça veut dire, si vous êtes bon en mathématiques, qu'il faut au moins, pour 1 mètre à 1,50 m, on évalue un peu la moyenne de nos sols dans nos coins, parce que si vous allez dans les tropiques, les sols sont beaucoup plus profonds. Mais en tout cas, ici, dans les climats tempérés, on aurait des sols de 1 m à 1,50 m. Ça veut dire qu'il faudrait 10 000 à 100 000 ans pour le former. Donc j'espère que vous entendez et on va en reparler. Donc un humain qui arrive et qui décide d'enlever un sol ou de l'abîmer, le dégrader, on va reparler de cette dégradation, et ben vous comprenez qu'en fait il dégrade 10 000 à 100 000 ans de choses qui se sont formées naturellement. J'imagine que dans vos têtes, vous entendez du coup la difficulté de reconstruire un sol. Comment on va faire pour récupérer ces 10 000 à 100 000 ans? Ben, c'est loin d'être facile. Voilà. Donc c'est en fait souvent les messages qu'on souhaite passer quand on parle des sols, c'est que l'humain ne se rend pas compte que c'est un écosystème, comme vous l'avez très bien dit dans le WOCLAP, enfin le questionnaire. Et là, en fait, ben, on voit que en fait, beaucoup n'ont pas conscience de tout ça et on le détruit en allant trop vite. Après, je voulais vous montrer des jolies couleurs. Donc, je vous ai parlé des profils de sol ou fausses pédologiques, c'est les termes consacrés. Et en fait, justement, avec l'Association française d'études des sols et puis tous les spécialistes, on n'est pas beaucoup d'ailleurs sur la pédologie, donc l'étude des sols, ou alors l'écologie des sols, si on est un peu plus focalisé sur la biodiversité, on aura l'occasion de voir une diversité de sols comme vous pouvez voir. Donc, c'est beau, j'aime bien parler de beauté, vous allez voir, on va même parler d'art juste après. Mais vous voyez les différentes couleurs et la notion de couleur nous permet aussi d'évaluer qu'est-ce qu'on peut trouver un peu plus dans un sol en fonction des horizons. Juste en dessous, l'exemple du schéma que vous voyez en dessous, là, c'est dans notre laboratoire, le laboratoire Sol et Environnement. Justement, quand on a des soucis de grosse dégradation de sol, eh ben, on peut en reconstruire des sols, parce que justement, en connaissant bien comment est fait un sol, par exemple, là, avec de la boue papetière, un mélange de terre traitée qui était polluée avant, mais qui a été traitée pour être dépolluée, on remet un peu de boue papetière parce qu'il y a plein de calcium dedans, et au-dessus, on met du compost. Et en fait, on a eu l'occasion de suivre l'évolution de ce sol sur 10 ans. Et donc, vous voyez qu'en fait, on voit bien les horizons, comme j'ai décrit avant, qui peuvent évoluer au cours du temps. Justement, avec, là, on voit bien les racines au bout de 10 ans avec des plantes qui se sont installées et ça permet de faire évoluer les sols. Voilà. Donc ça, c'est une introduction assez rapide. Et puis là, je voulais vous montrer un peu l'art parce que même nous, les scientifiques, on souhaite aussi éveiller les personnes à cette diversité des sols parce qu'on a tendance à souvent dire que les sols sont sales. Mais en fait, il n'y a pas que de la saleté dans un sol, il y a aussi des couleurs et plein d'éléments qui sont nécessaires à plein de choses. On va en parler juste après. Et aussi la biodiversité qui sera précisée. Voilà, donc je vous propose de revenir sur le même quiz. Et donc là, ma question, je vais la faire afficher en même temps. Donc je suis obligée de quitter. Hop. Voilà, donc normalement, vous avez sur vos écrans, d'après toi, un sol, ça sert à quoi? Donc là, c'est la nouvelle question. Ah, vous avez peut-être besoin de vous reconnecter. Je vais remettre le... Ah non, c'est bon, ça marche, super. Donc, bon, vous avez compris la question puisque vous répondez déjà. Mais oui, donc on est vraiment là dans l'idée. Alors, le mieux, c'est de mettre le moins de mots possible. Il y en a qui connaissent bien WooClap parce qu'ils mettent plein de mots, bravo à vous. Mais en fait, l'idée, c'est ça. C'est là, je vous laisse libre de penser et de m'expliquer ce que vous pensez, à quoi sert un sol. Alors, j'ai choisi un nuage de mots. Forcément, vous êtes beaucoup, donc ça va faire chauffer mon ordinateur. Vous entendez pas, mais là, ça fait chou. Je vous laisse répondre. J'ai capté le mot ver de terre, ça me fait plaisir. Biodiversité, manger avec plein de R, il y a un gourmand dans la salle. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Là, vous voyez le format nuage de mots. Donc, ce qui veut dire que plus les mots sont gros et plus ils ont été cités. Donc là, on va clairement cultiver et produire, qui est toujours très, très présent. Maintenir, manger, stockage du carbone aussi. Voilà, super, c'est parfait. Vous vous arrêtez pas, c'est bien, il y en a toujours plus à produire. Stockage carbone, habitation, filtration de l'eau, cultiver, fertiliser, service écosystémique, voilà, il y a des termes consacrés dont on va reparler après. Marché, j'ai vu, faire vivre, stockage, etc.
Bon, j'ai aussi vu les pipi caca, en effet. Ça peut être une proposition de faire ça sur le sol, mais c'est pas l'objectif de la proposition. Matière organique, j'ai vu aussi. Voilà, merci. Cultiver, produire, biodiversité. C'est super, je vais pouvoir continuer. Alors, donc, je vous remercie pour ce quiz. Vous pouvez arrêter de voter si vous voulez bien. Je vais même l'arrêter, la question, ce sera plus simple. Hop, belle photo en tout cas, je vous remercie. On passera à la question après. Donc, du coup, là, pour vous reguider, c'est la FAO, vous connaissez peut-être, hein, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui a fait une belle infographie, comme vous pouvez voir, et que vous pouvez facilement réutiliser si un jour vous souhaitez communiquer autour des sols. Et donc là, en fait, vous pouvez voir sur ce diagramme le nombre de fonctions qu'on peut appeler parfois services écosystémiques qui sont réalisés par le sol, en fait, ou grâce au sol. Donc, bien sûr, on va avoir, vous l'avez dit, assez fréquemment la nourriture. Donc, bravo de ne pas oublier que si vous pouvez manger, c'est grâce au sol. Ça semble indirect, hein, souvent. Donc, parfois, les personnes oublient la nécessité, justement, que le sol soit de bonne santé, on pourrait dire, pour avoir une fourniture de nourriture. La régulation du climat, je l'ai vu apparaître dans vos réponses. En effet, donc on est vraiment dans la réflexion, hein, comment faire pour séquestrer encore plus de carbone dans le sol, par exemple. Donc c'est écrit aussi ici. La purification de l'eau, le cycle de l'eau. Donc en fait, je pense que là, les humains ont un peu pris conscience avec la quantité de pluie qui tombe désormais du fait du changement climatique. En effet, on voit de plus en plus d'inondations parce qu'on remarque certains sols qui ont été scellés, comme on peut appeler, donc artificialisés, c'est-à-dire qu'un bâtiment a été installé au-dessus ou une route, ce qui fait que l'eau qui normalement va s'infiltrer en vertical n'aura plus la place pour le faire. Je vous ai mis aussi la notion de service écosystémique, puisque en plus certains d'entre vous l'ont nommé tout à l'heure dans le questionnaire. Et en effet, parfois on peut utiliser ces termes. Et pour vous redéfinir ce que c'est, hein, c'est vraiment anthropique cette vision. En fait, c'est comment un écosystème rend service à l'homme. Donc on appelle ça des biens et des services que les hommes vont tirer des écosystèmes pour leur bien-être. Donc là, vous voyez, ben, c'est chouette, on a de la chance. Par contre, vous entendez indirectement que en fonction de ce que l'homme va faire, on aura des impacts sur l'écosystème. Voilà un peu pour rapidement toutes les fonctions, hein. Il y en a plein et donc c'est nécessaire de les considérer. Je vais vous proposer à nouveau une question. Et donc là, je vais la lancer, hein. Mais la question, ça va être, as-tu un exemple d'action qui dégrade les sols? Puisque vous entendez que j'en parle un peu depuis tout à l'heure. Et pour vous redéfinir avant de vous lancer le questionnaire, hein, la dégradation des sols, elle va être définie comme un changement dans l'état de santé du sol qui va entraîner une diminution de la capacité de l'écosystème à fournir des services, comme on a pu dire. Je vous lance le questionnaire. Hop, voilà, à vous. Donc, je vous demande des exemples d'actions qui dégradent les sols. Majoritairement dans vos réponses, déjà, le labour apparaît assez fréquemment. J'ai vu béton, l'homme, c'est écrit, oui. Après, c'est les actions qui sont réalisées par l'homme. Euh, les engrais, les produits, j'ai vu les charrues, la chimie. J'ai vu vers de terre, là vous verrez que non. J'essaierai de vous convaincre que non, ça ne dégrade pas les sols. Ça le fait évoluer. Dégrader, c'est dans le sens négatif, hein. Je vous précise, peut-être certains n'avaient pas entendu ce côté négatif. Urbanisation, j'ai vu. Extraction de minerais, très intéressant comme proposition aussi. Travail du sol, pesticides, oui, labour, hein, ça ressort souvent. Gibier, j'ai vu. Si c'est vrai, en effet, un sanglier va chercher des vers de terre et donc abîmer un peu le sol, mais en même temps, il a besoin pour manger. La construction, agriculture intensive, j'ai vu digesta, artificialisation, urbanisation, pesticides, super. Je pense que les mots majoritaires sont très pertinents. Là, on a 426 personnes quand même, c'est fou. L'agriculture, ouais, super. En tout cas, sachez que tout ce que vous votez, là, je le garde. Donc, on pourra s'en servir justement pour communiquer par rapport à cette intervention.
Le Roundup, oui, artificialisation, ok. Donc on continue là-dessus. Super, merci beaucoup pour ça. Je quitte à nouveau et je vais donc répondre à la question moi-même. Alors là, pareil, j'ai proposé des infographies et sachez que cette présentation, bah, déjà, c'est enregistré hein, et vous pourrez récupérer les liens si vous souhaitez en savoir plus. Donc j'ai vraiment fait un effort de mettre les ressources les plus récentes et les plus pertinentes, donc plus rigoureuses pour vous guider si vous souhaitez en savoir plus hein, sur ces sujets. Donc aussi bien pour les enseignants qui sont présents dans la salle, mais aussi vous, élèves et étudiants, n'hésitez pas à vous plonger dans ces sujets. Comme l'a dit Mégane, hein, on n'a pas beaucoup de spécialistes et de personnes intéressées par ces sujets. Donc si ça vous dit même de communiquer dessus, n'hésitez pas. Et donc là, un exemple, hein, vous voyez, donc je cite un ouvrage, enfin on va dire un dossier qui a été réalisé par des scientifiques très récemment en Europe. Il est sorti en septembre 2024 à peu près. Et là, vous voyez en fait tous les processus de dégradation des sols aujourd'hui. Il y a même des chiffres qui sont donnés. Donc l'érosion des sols, hein, vous voyez à droite. La salinisation aussi, ça peut être des éléments, des transformations chimiques par exemple, quand on met des engrais dans un milieu agricole, ça peut induire la salinisation, mais aussi bien sûr au bord de la mer. Vous avez la pollution des sols. D'ailleurs, je ne l'ai pas trop vu, je crois, hein, dans les mots que vous avez dit. Vous avez parlé des produits phytosanitaires, mais moins la pollution. Comme quoi, c'est peut-être encore des choses sur lesquelles il faut qu'on s'éveille. La compaction des sols, pareil, je n'ai pas trop vu, mais le poids des machines. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de prendre en compte parce que même en forêt, vous avez peut-être vu malheureusement parfois quand des tracteurs vont passer pour récupérer donc les engins de débardage, hein, comme on appelle, qui récupèrent des grosses grumes d'arbres, ça peut impacter les sols et vraiment les détruire. Les nutriments des sols, donc là, en fait, on peut avoir des excès de phosphore parce que des fois, l'humain va trop mettre de nutriments au sol et puis parfois, il n'y en aura pas assez. Donc ça, c'est différentes choses. Et donc à gauche, hein, vous voyez une autre façon de présenter ce que je vous lis à droite. Mais donc on a la déforestation si on regarde à plus grande échelle, le changement climatique qui peut avoir des impacts. À plus petite échelle, donc les types de dégradation, érosion, pollution, imperméabilisation, vous l'avez très bien dit. Donc ça, c'est aussi important. En anglais, ça se dit soil sealing, c'était à droite, hein, si vous l'aviez vu. Et puis, bah, plein de conséquences de la dégradation des sols, donc qui sont, j'oserais dire, malheureusement pas faciles à quantifier. Et c'est peut-être pour ça que encore trop peu d'humains se rendent compte des impacts énormes que ça peut avoir quand on menace les sols, comme c'est écrit dans le titre. Voilà pour ces sujets autour des sols. J'avais envie de vous introduire le sol. Après, j'avais aussi envie de vous présenter les organismes que j'adore tellement. Donc pour moi, c'est assez facile. J'ai beaucoup d'anecdotes à vous raconter autour de cela. Donc là, en fait, toute la biodiversité des sols. Normalement, un sol, peut-être pour vous, c'est évident aujourd'hui, hein, mais il devrait être vivant, justement pour que les organismes soient là pour le faire évoluer, comme j'ai pu vous le dire plus tôt. Et puis, bah, par exemple, pour faire disparaître les feuilles en forêt, je vais en parler juste après. Alors, qu'est-ce que je fais moi? J'aime bien présenter mon métier, hein. Peut-être que je vais ouvrir des envies de devenir scientifique parmi vous, j'en profite, on ne sait jamais. Donc moi, ce que j'étudie, hein, et comme je vous l'ai dit depuis 15 ans, et donc en master, j'avais déjà fait un stage sur le sujet des colamboles. Donc c'est des petites bêtes qu'on reverra en vidéo après, mais vous les voyez ici au milieu. Donc en fait, moi, j'ai choisi d'étudier la biodiversité visible. Pour moi, je ne crois que ce que je vois, comme disait quelqu'un d'autre. Donc du coup, en fait, j'ai choisi. Alors bien sûr, hein, il y a plein de micro-organismes, bactéries, champignons, qui sont vraiment très importants pour la transformation chimique des éléments dans le sol. Mais comme ça se voyait pas trop, j'ai choisi de faire les invertébrés, comme on appelle, et de les étudier plus précisément. Vous connaissez aussi peut-être le tardigrade. Il est connu, il est souvent dans des documentaires. Ça ressemble à un petit ours, hein. Il s'appelle ourson d'eau, pour un petit terme plus mignon. Et en fait, les tardigrades, c'est assez impressionnant. Vous les envoyez sur la Lune, vous les congelez, les décongelez. En fait, ils survivent. Ils ont au moins 80% de leur corps qui est fait d'eau et ils arrivent à transformer certaines cellules de leur corps en antigel, en quelque sorte. Et donc, grâce à ça, ils peuvent perdre de l'eau et revivre après comme une éponge, en fait, si vous voulez, et ils s'en sortent sans souci. Donc ça, c'est vraiment un organisme qui est très étudié, pas forcément que dans le sol, hein, mais on va dire un surorganisme. À côté de l'humain, il n'a pas beaucoup de capacité, on va dire. Voilà, donc les colamboles, pour vous dire un chiffre, hein, j'en avais étudié 80 119 en 6 mois pendant mon stage de master. C'est passionnant, c'est trop beau, voilà, ma vision, c'est important de le dire. Et puis, bah, il y a toute la macrofaune, donc là, vous voyez, hein, pour se retrouver, on les classe par taille.
Et donc, la macrofaune, vous allez avoir les fameux vers de terre qui sont connus, et je vais vous en montrer, raconter quelques anecdotes autour. Les cloportes aussi, donc qui font partie des isopodes, et je vous ferai découvrir quelques anecdotes aussi. Des mille pattes, les araignées, donc je sais que malheureusement, les chiffres montrent qu'il y a une personne sur quatre en France qui a peur des araignées, et je suis toujours embêtée quand l'humain a peur des araignées, parfois il décide de les tuer. Donc là, j'ai un message à faire passer, s'il vous plaît, si vous avez peur, hurlez, demandez à quelqu'un de vous aider, mais ne tuez pas ces organismes, parce qu'il y a un réel effet de perte de biodiversité par rapport à nos peurs. Et pourquoi? Parce qu'on a peur, on tue. C'est un peu étrange. Voilà, c'était un petit message que j'avais envie de faire passer. Et leur rôle est très très important, hein. On prouve que clairement, pour la régulation des proies, pour vous enlever des petites mouches, moucherons qui pourraient avoir chez vous, à l'extérieur, dans les milieux agricoles, si on avait la chance d'avoir plus d'habitat pour les araignées, clairement, on aurait quand même des proies moins présentes. Et donc, dans ce schéma, vous voyez aussi les plantes. Clairement, les racines des plantes, les feuilles des plantes vont aider beaucoup à la formation du sol, au fonctionnement du sol. Donc, bien sûr, quand on parle de biodiversité, on les inclut également. Alors là, pareil, je vous propose des ressources très fiables sur la biodiversité des sols et aussi pour vous interpeller sur le manque cruel de connaissances. Donc, on va bien connaître les oiseaux. Alors ça, c'est bon, hein, on a des suivis. Vous êtes peut-être intéressés par rapport à ça, hein. On parle du GIEC souvent, hein, le regroupement de personnes autour du climat. On a la même chose pour la biodiversité. Ça s'appelle l'IPBES. Et en 2019, justement, les scientifiques ont montré malheureusement le nombre énorme d'organismes de la biodiversité qui sont en train de disparaître ou qui sont en forte décroissance. Quand vous regardez dans ces rapports de 2019, il n'y a rien sur les sols parce qu'on est très peu de spécialistes. Peu de naturalistes sont intéressés par la biodiversité des sols. Donc là, du coup, on a peu de monde qui peuvent nous aider à étudier ça. Et vous verrez justement, les sciences participatives peuvent avoir un rôle par rapport à ça plus tard. Donc ici, vous avez des ouvrages et là, je vous montre ce gros tableau pour aussi vous donner des chiffres. Il a été estimé en 2016 qu'on connaît 88% des espèces de plantes à travers le monde. Quand vous passez sur les vers de terre, on estime qu'on ne connaît que 23% des espèces de vers de terre à travers le monde. Les termites, on connaît parce que c'est que dans quelques endroits. Vous passez au columbole, ceux dont je vous ai parlé, là, on ne connaît que 17% des espèces à travers le monde. Et moi, quand je vois ces chiffres, ça m'interpelle. Je me dis comment ça se fait. Les oiseaux, on a une super connaissance, hein, vraiment, il n'y a pas de souci parce que c'est beau, un oiseau. Mais voilà, toutes ces petites bêtes qui sont peut-être sous nos pieds, comme on l'a dit dans le questionnaire au début, hein, peut-être sont un peu trop oubliées et vraiment méconnues. Et c'est gênant parce qu'on est peut-être en train d'en détruire beaucoup parce qu'on les connaît peu. Et donc justement, là, si vous souhaitez, il y a une super vidéo qui a été faite par la FAO, hein, que j'ai citée tout à l'heure. Et donc, j'ai pas trop le temps de vous la montrer, mais sur YouTube, donc c'est une bonne ressource aussi pour les enseignants éventuellement. Elle est en anglais, peut-être traduite en français récemment, mais ça montre justement avec des images l'importance de garder les sols vivants, parce que la biodiversité peut apporter plein de choses. Et pareil, une belle ressource qui date de 2020, dans laquelle j'ai participé. Donc là, c'est les chercheurs internationaux. On s'est mis ensemble sur la biodiversité des sols pour me faire un état des lieux en fait de tous ces organismes. Donc voilà, il y a des chiffres sur les vers de terre, le peu de connaissances qu'on peut avoir qui est décrit. Donc, les menaces sur la biodiversité, là, je vous refais pas de quiz, hein, vous avez bien compris que c'est un peu la même démarche en soi que sur le sol, déjà écosystème qui héberge de la biodiversité. Et donc, pareil, belle infographie qui vous montre les menaces sur la biodiversité. Mais là, clairement, en termes scientifiques, je vous l'ai dit, on étudie peu la biodiversité des sols, donc on estime tout ça, mais on a vraiment du mal à avoir des chiffres qui nous prouvent. Et c'est peut-être pour ça que malheureusement, il n'y a pas assez de prise de conscience, parce qu'on n'a pas des gros chiffres qui prouvent vraiment que par exemple le changement d'affectation des terres, donc là si vous, ou usage des sols, hein, on peut aussi l'appeler comme ça, par exemple vous coupez les arbres, vous me faites une coupe à blanc comme on appelle en forêt, et là d'un seul coup les organismes, bah, ils ont plus les feuilles d'arbres d'habitude, ils ont plus l'ombre qu'ils ont d'habitude, et en effet quelques études ont quand même montré l'impact de ça. Vous avez l'urbanisation, l'imperméabilisation des sols. Donc là, c'est assez simple. Vous voyez le schéma. Si vous mettez un gros bâtiment sur un sol, toutes les petites bêtes qui y avait en dessous, vous comprenez, ben on les perd. Et là, c'est vraiment embêtant puisque une fois qu'ils sont morts, ils sont morts. Enfin,
J'essaye de mettre des images toutes simples pour prouver qu'en fait, il y a vraiment un problème. Et pensons au petit ver de terre, si c'est celui-là qui vous parle le plus, avant de construire une route, avant de mettre un bâtiment, l'impact qu'on peut avoir sur ces invertébrés. Alors, on pourrait me dire, oui, mais il y en a plein, etc. Bah là, je vais vous répondre, on n'est pas sûr parce qu'on n'a pas de chiffres. Donc non, on ne sait pas tout ça. Donc, étant donné qu'on peut aussi réfléchir dans la prévention, on pourrait se dire, évitons, c'est un peu éviter... compenser, enfin réduire, compenser, pardon, on pourrait se dire, même si on n'a pas de protection sur les vers de terre, pourquoi pas faire un effort quand même. Voilà, donc dégradation des sols, pratique non durable de gestion des sols. Donc là, vous voyez le tracteur, le labour, oui, vous l'avez cité. En effet, ça abîme l'habitat des organismes, donc forcément, il peut y avoir un impact. Mais pareil, on n'a malheureusement pas assez de chiffres qui prouvent ça, et c'est peut-être pour ça qu'on continue malheureusement à continuer. Les espèces envahissantes, hein, pour vous dire, même pour les vers de terre, il y a des vers plats. Il y a plusieurs espèces de vers plats qui ont été observées et qui en effet mangent les vers de terre. Et pour l'instant, on a du mal à évaluer le réel impact, mais il y a des thèses en cours. Et puis, vous avez une fourmi électrique aussi qui est arrivée dans le sud de la France. Là, j'ai vu des articles. Le var qui est très touché par cette espèce. Et en fait, elle touche un organisme ou même l'humain, hein, et ça peut faire des allergies et des réactions assez particulières. Et c'est une espèce qui n'est pas de chez nous non plus. Voilà. Donc ça, bah, c'est le côté mouvement des humains, malheureusement, qui peut avoir ces impacts. Alors pourquoi j'en parle autant et pourquoi ça me tient à cœur aussi de partager ces connaissances, c'est leur rôle, hein, j'en ai parlé et là ça vous montre avec les mots-clés à quoi servent tous ces organismes, puisque j'ai remarqué que l'humain aura tendance à peut-être mieux protéger quand il saura à quoi ça lui sert. Là clairement hein, on a oublié, mais tous ces invertébrés vont aider à la transformation des matières. On va parler de fragmentation, on peut parler de bioturbation, donc c'est le mot consacré pour les galeries de vers de terre quand il va mélanger un peu tout dans le sol. On appelle ça bioturbation en termes scientifiques. Dans les déjections de vers de terre, donc il y a un terme consacré qui s'appelle turricule. Je vous en reparlerai après, mais en fait, vous allez avoir le carbone qui peut être séquestré. Ça aide à la structuration du sol. Et puis la régulation, j'en avais parlé par exemple avec l'araignée, et puis je vais en parler avec le ver de terre. Pour être plus concrète, voilà, un exemple tout simple. Vous avez remarqué que les feuilles d'arbres disparaissent à l'automne. Eh bien, sachez, et on l'a vu en primaire, hein, normalement, il y a quelques enseignants qui ont fait passer l'info. Et en sixième, logiquement, c'est au programme scolaire. Mais on oublie parce qu'on se dit, bon, il y a des choses plus importantes sur la planète, les jeux vidéo et autres. Mais non, quand même, si on respire, c'est aussi grâce à la biodiversité des sols. Et donc là, vous voyez les feuilles, hein, si elles se dégradent, c'est exprès pour redonner des nutriments, donc de l'énergie aux plantes en échange. Nous aussi, on pourra se nourrir grâce à tout ça. Et puis, on peut respirer, hein. Si vous avez des plantes, je vous rappelle que les plantes nous aident à avoir de l'oxygène, donc à respirer. Du coup, c'est un cycle. Et si on embête ce cycle, vous comprenez que ça marche moins bien. Et donc là, j'aime bien rappeler toutes les étapes, normalement, d'une feuille qui va se dégrader petit à petit, parce que vous n'avez pas les bactéries et champignons qui peuvent attaquer à fond une feuille. Elles ont besoin de tous les plus gros organismes, comme les colamboles que j'ai déjà cités. Il y a des acariens aussi qui vont être spécialisés pour dégrader les feuilles, des petits vers blancs qui sont cousins des vers de terre qui mangent les feuilles. Et ça découpe et après vous avez les déjections de tous ces organismes qui vont être plus facilement attaqués par les bactéries. Et puis du coup après les vers de terre qui vont pouvoir aider à améliorer et donc enfouir tous ces éléments-là. Pareil, une ressource que je vous propose, Le sol vivant. C'est un ouvrage, je trouve le mieux, qui est en plus assez pédagogique avec des schémas qui parlent de tout sur le sol, la biodiversité. Et si vous en cherchez un, franchement, d'après moi, c'est celui-ci qu'il faut avoir dans vos armoires. Pareil pour le composteur, puisqu'on parle de plus en plus hein, du compost. Et en fait, il se trouve que si vous avez un composteur qui est relié au sol, vous aurez les mêmes organismes que les organismes en forêt. En fait, on a un peu créé le composteur comme une forêt, si vous voulez. On a remarqué que bah, les déchets, donc là, ça va être vos épluchures, qui vont être attaqués par des champignons. On a souvent vu ça, hein, si on laisse une pomme,
à l'air libre, d'un seul coup, la moisissure, donc les champignons s'installent. Et tout ça va permettre de dégrader. Et si vous avez un composteur, les organismes qui peuvent arriver jusqu'au composteur, donc vers de compost, des cloportes, des colamboles, acariens aussi, vont pouvoir aider à tout transformer. Et donc, vous avez plein de déjections de ces organismes qu'on récupère à la fin. Et il s'agit du compost que vous pouvez ensuite utiliser comme fertilisant naturel dans votre sol. Donc ici, je vous montre une vidéo qui vous permet d'observer, ça passe bien sur ton écran, je vérifie la technique en même temps. Donc là, en fait, vous voyez de très près, donc j'ai créé un film, si vous souhaitez, j'ai fait une vidéo YouTube hein, sur tout le film, et là, vous voyez les vers de terre, et ça permet de voir des gros anneaux un peu plus présents sur un ver de terre. C'est un, un anneau qui permet à sa reproduction. Là, vous voyez tous les anneaux du ver et quelques soies. Des fois, quand ils bougent, on voit quelques soies qui les aident en fait à se déplacer dans le sol. Ici, vous voyez le cocon qui est créé par un ver de terre. Et puis des bébés vers de terre qui peuvent sortir de là. Et il y a même une vidéo YouTube, et c'est pas moi qui l'ai faite, de naissance de vers de terre en direct à partir d'un cocon. Si vous souhaitez, vous chercherez. Et là, donc justement, le turicule, donc le nom consacré, hein, il a de la chance, le ver de terre, il a un nom pour ses déjections. Donc ça s'appelle le turicule. Et je pense que vous en avez déjà vu à la surface du sol, mais vous n'avez peut-être pas pensé que c'était un ver qui était passé par là. À droite, vous voyez en microscopie les soies qui aident les vers à s'accrocher aux particules de sol ou là au compost, puisque c'est des vers de compost. Et donc oui, le gros anneau dont je vous ai parlé, là, un peu plus blanchâtre par rapport au reste, c'est le clitellum. Donc vous voyez, le ver est pas si simple. Et en fait, il va permettre de créer le cocon pour la reproduction. Je ne vais pas aller plus dans le détail, vous voyez des choses. Ici aussi, le petit dessin qui vient d'apparaître en bas à droite, enfin, la photo, c'est pour vous montrer ce que fait un ver de terre quand il fait trop froid ou trop sec. Et là, vous allez comprendre aussi pourquoi il est nécessaire d'avoir un sol assez profond, puisque si vous avez un sol sec, il va sécher surtout en surface, sauf particularité climatique, hein, ou alors il va faire froid en surface, du coup, dans le sol, c'est rare qu'il fasse très très froid. Mais en surface, il va quand même être plus froid, on va dire, qu'en profondeur. Donc, il va s'enfouir en profondeur, le verre, et se mettre en boule comme ça en attendant que les conditions soient meilleures. Ça s'appelle la diapause, et c'est fait exprès, en fait, pour qu'il se repose, entre guillemets, parce que bah, les conditions trop froides ou trop sèches ne lui permettent pas de respirer ou de survivre. Alors là, j'ai un quiz qui est assez rapide, vous allez voir. Donc pareil, je vous redemande de prendre vos outils numériques. Et donc là, la question va être affichée si j'y arrive. Hop, c'est bon. C'est assez simple, on va voir comment vous connaissez un ver de terre. D'après toi, combien y a-t-il d'espèces de vers de terre en France métropolitaine? 15, 200 ou 1500? Donc j'ai bien précisé France métropolitaine, hein, parce que si on va dans les îles, on aura tous les milieux tropicaux, et là, c'est autre chose. On aurait plus d'espèces. J'en vois 304 connectés, 345 à peu près, et 183 qui ont répondu. Ça veut dire que vous ne savez pas, vous n'avez pas trop d'idées, j'imagine, s'il n'y a que la moitié qui répond. Après, je pense qu'il y a un effet, parce que comme vous voyez que la majorité vote quelque chose, vous vous dites, mince, j'avais voté seulement 15, c'est peut-être pas ça. Bon, c'est pas mal en tout cas. Merci pour votre participation. Et donc, on a un score rapproché entre 200 et 1500. Il y a quand même une énorme variabilité, hein. Mais en France, on en a 200. Donc, bravo à ceux qui avaient choisi les 200 espèces de vers de terre en France métropolitaine. 1500, c'est le nombre qu'on estime et qu'on connaît à peu près pour l'instant à travers la planète quand même. Il y a 1500 espèces et 200, c'est uniquement en France métropolitaine. C'est déjà pas mal, hein. Et je vais vous montrer un peu de diversité de vers de terre parce qu'en fait, vous avez vu, et vous le savez puisque vous avez bien répondu, qu'il n'y a pas qu'une seule espèce. Et donc, en fait, pour s'y retrouver, attendez, j'ai juste à nouveau ma barre qui cache.
Là. Oui, voilà, c'est mieux. Donc là, en fait, c'est un... Excusez-moi, ça part pas, j'essaie d'enlever ma barre à gauche. Voilà, j'ai réussi. Donc oui, les anecdotes sur les vers de terre, maintenant je vais vous en raconter un peu plus. Déjà, il y a trois grandes catégories écologiques. Pourquoi on nomme catégorie écologique? C'est justement pour expliquer qu'ils font pas tous pareil. On a dit 200 espèces, mais il y a dans ces 200 espèces certains vers de terre, certaines espèces qui vont être plus épigées, d'autres qui vont être anéciques et d'autres endogées. Comment on les différencie? C'est assez simple, ils n'ont pas la même couleur. Clairement, les épigés, comme ils ont besoin de se protéger de la lumière, donc les UV, plus un peu mimer la couleur de la matière organique, ils vont être foncés. Donc c'est la couleur bah, de celui qu'on a vu précédemment dans la vidéo, les vers qui sont dans le compost, par exemple. C'est un très bel exemple d'épigé. Mais par contre, ceux-là, alors si vous essayez de les utiliser pour faire des super galeries parce qu'il aurait des super pouvoirs, bah non. Il n'a pas de muscle. En fait, il n'y a aucun muscle qui lui permet d'aller faire des grosses galeries, comme va être capable l'anécique. Donc, il y a plusieurs espèces d'anéciques, et eux, c'est les plus gros qu'on voit traverser souvent quand il pleut. Souvent, en fait, ils vont pas trop sortir du sol. Et eux, je précise, ils ne mangent leurs feuilles. Ils mangent des feuilles, hein, pas que de la terre, on est vers de terre. Ils mangent principalement des feuilles et un peu de terre, hein, quand même, pour faire des agrégats bien solides. Mais en fait, ils vont manger leurs feuilles en surface. Donc c'est pour ça que, vous l'avez dit là dans le questionnaire précédent, le labour. Imaginez si on enfouit toutes ces matières en profondeur, les gros là que vous voyez, les anéciques, ne vont pas pouvoir aller manger. Ils n'ont plus de nourriture. Vraiment, si vous souhaitez avoir des anéciques, laissez des feuilles en surface du sol et c'est le mieux. Ils peuvent pas manger en profondeur ou haute. Donc ça veut dire que si on en souhaite, il faut répondre à ce besoin-là. Et eux, par contre, la musculature est géniale, donc c'est pour ça qu'ils ont la capacité à creuser des galeries. Et donc là, on entend que pour aider dans l'infiltration de l'eau, c'est assez idéal comme type de vers de terre. Et vous avez les plus petits, des plus petits en général, ils peuvent être longs quand même, mais ils sont plus clairs au niveau du corps, puisqu'ils ne sortent que rarement, sauf en cas de trop de pluie dans le sol. Et ça s'appelle les endogés. Et ceux-là, donc, ils vivent plus dans le sol et ils mangent des petites matières organiques et quelques petites matières minérales qui peuvent passer. Ils font des galeries horizontales. Et donc, on a fait un projet avec des étudiants là, en ingénieur agronomie, hein, et on a vu que dans des parcelles de différents types d'agriculture, en effet, ceux qui arrivent à survivre, c'est les endogés par rapport au labour. Parce que le labour va découper les plus gros. Comme je vous ai dit, ils n'auront plus de nourriture au-dessus. Et pareil, les épigés, si vous n'avez pas de matière organique en surface, ils ne survivent pas. Par contre, les endogés, ils arrivent à s'en sortir. Donc, on a toujours un peu de vers de terre quand même dans les parcelles agricoles. Autre anecdote, donc là, c'est mes photos personnelles. J'aime bien montrer que même si on est scientifique, on peut être aussi naturaliste. Là, vous voyez, donc au laboratoire sol et environnement, j'ai tendance à étudier beaucoup plus les sols urbains. Et en fait, là, vous voyez plein de vers de terre qui sont sortis au même moment. Donc, c'était au printemps, il y a quelques années. Et en fait, comme il faisait à peu près doux et la pluie fine particulière qu'il y avait, donc en plus, c'est à Nancy, donc on a un hiver un peu plus pardon, qui est fort, un fort hiver, je dirais froid. Du coup, les vers, comme je vous ai dit, ils ont tendance à se cacher en profondeur. Et là, ils sont tous sortis au même moment. Sauf qu'en milieu urbain, on aime bien enlever les feuilles parce que les feuilles, c'est pas beau. Ça fait sale sur une pelouse, donc on choisit de les enlever. Eux, ils meurent de faim, c'est le printemps. Qu'est-ce qu'ils font? Et bien là, vous voyez, au premier plan, donc c'est flou et c'est très bien, c'est une déjection de chien, un caca de chien, en fait, qui est là. Et les vers se nourrissaient de ça parce qu'ils mouraient de faim. Donc soit ils ont le choix de mourir, soit ils attaquent tout ce qu'ils peuvent. Et je souhaitais vous montrer, vous voyez peut-être au centre, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais en tout cas, il y a un ver qui est en train de manger une feuille vivante d'une petite herbacée qui avait réussi à survivre dans l'hiver. Je prouve à quel point, à cause de l'humain qui choisit de nettoyer son sol, qu'un ver, pour s'en sortir, pourrait manger n'importe quoi. Et en fait, c'est pour illustrer, on le voit avec les limaces, hein, on a tendance à pas aimer les limaces, mais si vous regardez en forêt, les limaces, elles ne mangent que des matières organiques mortes. L'humain aurait peut-être eu un impact aussi sur son choix enfin, sa modification de régime alimentaire, puisque maintenant, elle va préférer de manger des feuilles vivantes comme les petites salades qu'on met dans notre jardin. Donc ça embête les jardiniers. Et justement, c'est peut-être de notre faute, parce que là, vous voyez, les vers, pour survivre, ils vont attaquer aussi des feuilles vivantes. Donc faisons attention à nos actions.
Et là, petite anecdote, j'aime bien citer Darwin, puisque on connaît son gros rôle dans la classification du vivant, mais il a aussi fait un livre quelques mois avant la fin de sa mort, pardon, de sa vie plutôt, c'est plus logique. Il a parlé des vers de terre, il a fait plein de petites expérimentations et il avait expliqué que l'extrémité antérieure du corps, en pointe, vous le voyez à droite là sur la photo, une fois mise en contact avec un objet, était rentrée dans les anneaux adjacents, si bien qu'elle paraissait tronquée et devenait aussi épaisse que le corps. Voilà, vous voyez ce que disait Darwin. Donc j'étais assez fière de moi, donc j'avais envie de le partager avec vous. J'ai prouvé ce qu'avait écrit Darwin en 1881. Il avait raison, regardez, ça fait vraiment ce qu'il décrivait. Voilà la petite anecdote. Donc c'est assez rigolo, en fait, ils absorbent comme ça, en fait. Ils n'ont pas de dents, hein, les vers de terre, donc c'est pas facile de manger. Donc voilà comment ils peuvent s'y prendre. La diversité, donc j'adore montrer toutes ces espèces de vers de terre. On en a dit 200 en France. Là, vous voyez la taille. Je pense que si vous avez observé des vers, vous l'avez vu. Et j'adore celui qui est en bas. Photo personnelle aussi. Ma main, vous n'avez pas la chance de voir ma main de près, mais imaginez la taille qu'elle fait. Vous la voyez en photo. Et en fait, vous avez une espèce qui est donc française, qui vit dans les Vosges, une espèce endémique, donc on ne trouve que dans les Vosges, qui s'appelle Aporectodea velox. Non, pas facile, un ver qui fait 65 cm de long. Dans les Pyrénées, il y a une espèce endémique, pareil, qui fait 1 mètre de long. Donc j'aime bien citer ça, puisque vous voyez qu'on a la chance même d'avoir des gros vers de terre. Et en termes scientifiques, on a toujours un questionnement, on ne comprend pas comment des espèces aussi grandes ont réussi à survivre. Ce qu'on voit, c'est que c'est souvent dans des endroits où il n'y a pas trop d'humains encore en France. Donc c'est chouette, ça permet parfois à des espèces comme ça de survivre. Petite image anecdote assez simple à retenir, c'est l'image de la belle au bois dormant qu'on utilise pour le ver de terre pour expliquer un peu son rôle énorme sur les micro-organismes. Il faut imaginer les bactéries, hein, elles peuvent être souvent en dormance, donc elles vont rien faire dans le sol, si vous voulez. Et puis, elles peuvent pas trop bouger, les bactéries. Et grâce au ver qui va manger un peu de feuilles, comme je vous ai dit, un peu de bactéries avec le sol qui va ingérer, en plus, il a des glandes qui lui permettent de réguler un peu le pH à l'intérieur de son corps, ce ver de terre. Donc en mangeant, donc imaginez le ver, hein, comme le prince qui est là, qui voit la belle au bois dormant qui est en train de dormir. Malheureusement, dans cette histoire, vous allez avoir le ver qui va manger la belle au bois dormant, mais c'est pas grave, ça se passe bien quand même. Il va activer en fait cette belle au bois dormant qui était en train de dormir tout en l'ingérant. Et grâce à ça, vous avez le processus d'activation. Donc les bactéries vont pouvoir s'éveiller et aider à la décomposition de la matière organique, puisque le verre va apporter une bonne température. Bon, après, il n'y a pas trop de différence entre le sol et l'intérieur d'un verre, mais quand même un peu, et ça peut suffire à éveiller une bactérie. Mais c'est surtout toutes les ressources de carbone que peut apporter un verre qui va éveiller cette bactérie et qui va aider à la décomposition de la matière organique. Voilà pourquoi, dans les déjections de vers de terre, vous avez un nombre de nutriments qui est assez impressionnant, puisque la minéralisation, donc la transformation chimique par les bactéries, est hyper activée dans le verre, et donc vous avez une déjection très très riche. Donc, les lombricomposteurs, par exemple, comme on peut voir, sont super bien. Vous avez un thé de compost, hein, comme on appelle, et ça, si vous le mettez sur une plante directement, ça grille, tellement il est riche en nutriments du fait de ce processus d'activation. Voilà pour la petite image de ver de terre. Ensuite, pour parler un peu d'autres organismes, et après je passerai aux sciences participatives, là vous avez un exemple, les cloportes. Donc c'est le seul crustacé terrestre. Donc il faut imaginer une crevette qui est sortie de l'eau et ça vous donne un cloporte. Voilà. Vous avez des mâles et des femelles qui sont séparés, on va en voir un de près. Ils ont 7 paires de pattes, donc pareil, c'est assez particulier. Là vous voyez les beaux yeux du cloporte de près. Et en fait, vous voyez bah, un peu une carapace hein, qui est présente sur ce cloporte. Donc, un peu le même rôle que les vers avec la dégradation de la matière organique. Donc, très intéressant dans les composteurs, par exemple. Il va vous aider à dégrader toutes ces matières. Pour sa carapace, il a besoin de beaucoup de calcium. Donc, c'est justement pour ça qu'on se demande si les cloportes pourraient pas servir un peu d'indicateur de la particularité d'un sol qui aurait beaucoup de calcaire. Et justement, en ville, on a souvent des sols riches en calcaire, donc peut-être plus de cloportes. Et justement, c'est une piste de recherche que l'on a et qu'on continue à avancer. Vous avez ensuite les mille pattes, donc ceux-là, ils sont beaux, par chance. Donc vous voyez, celui-ci pourrait ressembler à un cloporte, mais en fait, il a plus de pattes. Donc là, c'est aussi important de regarder de près hein, le nombre de paires de pattes des organismes pour les classer là où il faut.
Nous ne sommes pas du tout chez des insectes, hein, je le rappelle, parce que malheureusement, on voit même des médiateurs scientifiques qui disent que c'est des insectes. Non, c'est pas parce que c'est petit que c'est des insectes. En fait, les insectes n'ont que 6 pattes, hein, dans la classification biologique, on peut pas se tromper. Les 1000 pattes, vous voyez qu'ils en ont beaucoup plus. Pas forcément 1000, hein, d'ailleurs, on appelle ça comme ça. Mais... Donc ici, vous avez chilopodes et diplopodes. Vous allez en voir un passer très vite après un diplopode. Celui-ci qui s'appelle Iule, si vous faites des mots fléchés, peut-être moins les jeunes, hein, on ne sait jamais, mais ça sort souvent des mots fléchés, j'aime bien le citer. Et donc oui, Gloméris, hein, qu'on voyait, la vidéo est en boucle, il a 2 paires de pattes par segment, donc c'est un diplopode, et cela mange la matière organique morte. Alors que les chilopodes, celui qui va repasser après puisque c'est en boucle, sont des prédateurs. Et il a 1 paire de pattes par segment. Voilà aussi l'importance de les différencier puisqu'ils n'ont pas le même rôle dans l'environnement. Je laisse le gloméris. Voilà, le chilopode. Je pense que vous voyez, j'attends un peu, il y a peut-être un décalage avec la vidéo. Voilà, donc le chilopode, hein, 1 paire de pattes par segment, et qui va être prédateur. Et lui, il en a 2. Hein. Lui, il a 2 paires de pattes par segment, donc diplopode, donc mange les matières organiques mortes. Et je voulais finir une dernière vidéo. Bien sûr, si vous souhaitez en voir d'autres, j'ai une chaîne YouTube qui permet en fait de justement découvrir plein d'autres espèces qu'on a pu filmer grâce au film que j'ai réalisé. Là, vous voyez les colamboles. Donc eux, ils étaient dans le compost. C'est pour ça qu'ils sont tout blancs. Ils vont rarement à la surface du sol. On leur a fait du mal en les sortant un peu. Et là, j'aime bien cette image. Bon, lui, il est en 3D, donc j'ai hâte d'avoir des images en 3D parce qu'il est en boule. Mais vous voyez son travail, toutes les petites cellules de feuilles qui disparaissent, là, c'est lui. Il va manger tout doucement, en fait, toutes les particules de matière organique. Et là, vous voyez un acarien aussi, hein, qui court les petits ronds orange chez des acariens. Et là, les colamboles, sur ce bois, c'est un morceau de bois qui est en train de se dégrader avec des champignons, ils vont manger un peu de champignons et un peu de bois mort, en fait, et se nourrir comme ça. Et celui-là qui est en boule, comme je vous ai dit, bah lui, il mange la feuille, cellule par cellule. C'est très très lent, mais très important dans la dégradation des matières. Voilà, après, pareil, j'ai proposé d'autres photos pour ben, vous réillustrer d'autres exemples de prédateurs. Je ne vais pas forcément être plus longue par rapport à ça. Vous n'hésiterez pas à me poser des questions via mon mail ou autre par la suite. Hein. Mais là, si vous reconnaissez, il y a la larve de coccinelle. J'ai remarqué que c'était pas toujours connu, mais vous voyez comment la larve semble un peu moins belle, entre guillemets, que l'adulte. On peut en trouver au sol. Hein. Les coccinelles, justement, en hiver, vont se cacher dans les feuilles au sol. Donc, c'est dans les maisons aussi, vous avez peut-être vu. Mais aussi au niveau de la litière forestière, donc c'est important. Là, j'ai pu prendre une araignée en train d'attaquer une fourmi, une araignée crabe. Après, bien sûr, il y a tous les carabes. Ça parle peut-être à certains d'entre vous. Dans tout ce qui est milieu agricole, hein, on en parle avec réintroduction des haies pour pouvoir avoir plus de carabes. Vous avez à droite une limace. Donc oui, toutes les limaces ne sont pas mangeuses de feuilles. Elles mangent. Ouais, c'est la limace léopard, celle-ci. Vous l'avez peut-être vu. Vous voyez les taches léopard. Et elle est prédatrice, celle-ci. Donc c'est assez intéressant puisqu'elle peut manger des œufs et autres petites bêtes. Et là au-dessus, vous avez une araignée femelle qui, vous avez peut-être vu les araignées loups avec leur gros cocon tout blanc derrière. Une araignée loup, hein, c'est comme celle qui est à gauche. Et en fait, la femelle va garder ses petits, là, vous voyez, sur l'arrière de son corps en attendant qu'ils deviennent plus grands pour les protéger. Donc, c'est assez bien fait, la vie. Détritivore, donc c'est le nom consacré pour les organismes qui mangent la matière organique morte. Et donc, j'en ai cité certains, les diplopodes. Il y a les pince-oreilles. Après, on a un doute s'ils ne mangent pas d'autres trucs, mais ça peut être un peu plus omnivore. Les cloportes, comme j'ai cité, larves de diptères. Donc, les diptères, c'est les mouches. Hein. Mais il y en a certaines avec, vous voyez, la tête d'ours que ça peut avoir. C'est rigolo à la loupe. Et puis, vous avez certaines larves qui sont là, aussi présentes en dessous. La larve de cétoine, par exemple, qui est très intéressante pour dégrader des matières. Il y a des phytophages, donc comme je vous ai dit, fonction moins appréciée par l'humain, mais en même temps, ils ont leur rôle hein, dans l'écosystème. Si les phytophages existent, c'est certainement pour quelque chose. Le souci, c'est que l'humain a certainement supprimé les prédateurs de ces phytophages, et c'est pour ça que ça devient gênant pour l'humain. Mais de base, ils ont le droit de vivre, et c'est pour ça que moi, personnellement, j'aime pas trop les notions de parasites ou autres. C'est souvent l'effet de l'humain qui a rendu des espèces, comme j'ai pu vous l'expliquer à travers les vers de terre, néfastes.
pour ce qu'on souhaite faire sur un sol. Mais normalement, si on fait attention à tout, ça pourrait marcher. Voilà, donc escargot, limaces, bien sûr, la majorité des limaces, hein, sauf la léopard, comme je vous ai dit, les punaises. Il y a des charançons aussi, donc ils ont une trompe d'éléphant, c'est assez rigolo comme insecte, vous connaissez peut-être. Maintenant, justement, je vais faire la transition avec les sciences participatives, puisque vous avez compris mon message. Je vous dis depuis le début, on a très peu de connaissances, on est très peu de spécialistes. Donc, pourquoi pas tous travailler ensemble pour, et puis si vous êtes curieux, pour avancer les connaissances, justement. Donc, c'était vraiment l'objectif, moi, quand je me suis lancée dans les sciences participatives en 2017, c'était mieux connaître. Donc, où on les trouve, ces organismes? Donc, si vous connaissez aussi les techniques de jardinage où on fait attention à mettre du paillage et tout, hein, en fait, en fait, on s'inspire de la forêt quand elle n'est pas gérée. C'est là où on voit tous les habitats nécessaires pour la biodiversité, les feuilles mortes. Vous avez le bois mort, donc clairement, hein, laissons des bois morts un peu partout au sol. C'est très important pour, bah, vous le voyez, en regardant dedans, bah, il y a des champignons, il y a des gloméris, puisque maintenant vous savez ce que c'est, je vous ai montré en vidéo, qui peuvent être présents. Et donc, c'est un habitat énorme pour la biodiversité. Et au début de la vidéo, je vous montrais des tuiles, puisqu'en fait, c'est un exemple de habitat que vous pourriez installer dans votre jardin, dans la cour de vos établissements, imaginons justement pour héberger des organismes, c'est tout à fait possible. Maintenant, je vous présente une autre vidéo où là, vous allez observer que vous-même, vous êtes, c'est possible pour vous d'étudier la biodiversité des sols, donc la visible hein, surtout, puisque là, on peut le faire à l'œil nu. Là, je vous montre. Excusez-moi, nous, on a un problème technique. Merci, vous pouvez regarder pour lui. C'est bon. Ah, bon. Excusez-nous, on a un petit problème technique. Sinon, je continue sur mon écran. On a un écran qui s'est éteint. Tout va bien, on va y arriver. Alors, je relance. Ça va, vous nous entendez toujours, tout de même? Super, merci pour les mains levées. Oui, vous entendez à Rouen aussi? Levez la main. Merci, c'est bien, ça vous réveille un peu. Je relance le truc, c'est juste j'ai perdu l'autre écran. Vous me direz si c'est OK. Partager, normalement, ça marchera quand même. Oui, on a perdu le grand écran en fait sur dans la petite salle. Hop. Oui, c'est bon, c'est en train de revenir. J'ai juste un autre écran pour mieux suivre. Si ça tourne tu vois l'écran. Ok, donc là oui, pour revenir, vous êtes donc c'est les enfants là qui sont en train de mélanger de la moutarde comme vous voyez dans de l'eau tout simplement. Et l'idée, ça va être d'arroser sur 1 mètre par 1 mètre le sol et comme ça pique, il y a de la moutarde dedans. Ça va faire sortir les vers de terre, qui va nous permettre de les étudier. Donc même en science, hein, on utilise ces techniques. Donc là, vous voyez les vers qui sortent suite à la moutarde qui a été mise. Et puis, on peut les rincer, enfin les étudier, savoir quelle catégorie écologique c'est, les rincer et les relâcher. Donc c'est l'Observatoire participatif des vers de terre qui a été créé à peu près en 2010 par des collègues de l'Université de Rennes et qui vous permet d'étudier ça. Donc n'hésitez pas à utiliser hein, ce protocole. Ici, donc c'est celui que j'ai créé moi-même en 2017. Il s'appelle Jardi Biodive et donc l'objectif là, c'est d'attraper les organismes qui rampent à la surface, les cloportes par exemple que j'ai pu vous citer. Et là, on enfonce un pot dans le sol. Il y a deux possibilités, soit mettre du vinaigre, mais c'est moyen parce que ça tue les organismes, ou alors de mettre un coton humide pour pouvoir observer les organismes qui tombent dans ce piège-là. Ça vous permet de les attraper en fait, hein, parce que sinon on les voit pas toujours. Et là donc, dernière technique, la chasse à vue avec des aspirateurs à insectes.
voilà, Il y a un filtre, nous n'avalons pas les organismes, mais en tout cas, ça nous permet de, dès qu'on voit, on peut aspirer et après regarder dans une boîte loupe et relâcher. Oui. Mais en fait, si tu l'aspires, après, il va se coller contre la paroi. Ça n'arrivera pas. Les trucs dégoûtants dans ta boîte, moi je comprends pas. J'en ai Et en enlevé fait, faut plein les sur. Elle est dedans. Nous, on a 3 araignées. Ouais, une énorme. Moi, j'ai une araignée. On a 4 gendarmes, mais il y en a Tu d'autres. peux voir? Elle fait peur l'araignée, elle est violente. Ça c'est pas le nom. Oui, je sais, c'est Alison. C'est à qui? Ça, je sais pas. Donc voilà, là vous voyez, on les regarde à la loupe. Et donc justement, dans Jardi Biodive, il y a une clé, donc un outil qui permet de savoir comment nommer tous ces organismes pour aider les enfants, les élèves, les étudiants, les citoyens, ceux qui souhaitent étudier des organismes où ils veulent. Voilà, donc là maintenant je vais vous présenter des résultats. Donc, Jardi Biodive, hein, comme je vous ai dit, c'est l'outil que j'ai créé moi-même. Et donc là, on va vraiment dans les outils de sciences participatives. Donc là, je me permets de démarrer par Jardi Biodive. Je vous montrerai un lien si vous souhaitez en savoir plus sur les autres outils de sciences participatives qu'on a pu développer autour des sols et les projets aussi, hein. Mais celui-ci, donc Jardi Biodive, là, vous voyez à gauche, c'est un livre que j'ai moi-même écrit justement pour présenter tous ces organismes. Et puis replacer comment on utilise Jardi Biodive avec le pot que j'ai pu montrer. Comment ça marche en fait pour que vous, par exemple, vous vous appropriez cet outil. Vous avez le choix entre un outil, un site web, un site internet, ou alors une application smartphone qui a vu le jour en 2020. J'ai mis 3 liens, donc c'est pareil, si à un moment vous souhaitez en savoir plus, il y a 2 vidéos YouTube qui expliquent comment fonctionne Jardi Biodive. Il y en a une qui est faite avec des petits Lego pour simplifier l'information et justement qui était adaptée à un public plus jeune pour dire comment ça fonctionne. Alors, qu'est-ce que je demande? Et ça peut être important, surtout pour l'amphi qui est à Caen, puisqu'on va travailler dessus dans l'atelier juste après, donc j'éveille un peu votre attention. Comment ça marche Jardi Biodive, ce que je propose? Donc, bien sûr, vous pourrez regarder sur vos outils numériques après pour l'atelier, hein. Mais l'objectif, en fait, dans un premier temps, ça va être d'écrire, pardon, le site étudié. Donc, je demande à quelqu'un qui souhaite étudier la biodiversité des sols déjà de répondre à des questions sur son site étudié. Ensuite, la personne a la liberté d'échantillonner, comme je vous l'ai montré en vidéo, soit avec le pot piège qu'on appelle, hein, on l'enfonce dans le sol, on attend 7 jours si on souhaite avec du vinaigre ou alors avec un coton humide. Faut le vider fréquemment, ou alors l'aspirateur insecte. On identifie, parce que je vous ai dit, là vous le voyez à droite avec l'application smartphone aussi, vous avez comment vous aider à reconnaître c'est quoi ces organismes. Donc là, je ne vais pas jusqu'à l'espèce dans Jardi Biodive, là j'ai préféré rester au moins, je demande aux participants en fait de compter le nombre d'araignées, de compter le nombre de carabes, etc., soit par le dessin, soit par compter le nombre de paires de pattes, etc. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer un peu l'application smartphone, hein, c'est la même chose. Si vous pourrez après télécharger donc à la fin de ma présentation si vous souhaitez. Et du coup, ça vous montre toutes les étapes à suivre. Donc normalement, c'est assez facile d'utilisation. Voilà, donc déclaration, c'est la même chose. Et donc là, je pense que vous avez vu un peu comment fonctionnait l'outil Jardi Biodive. Donc j'ai parlé de l'amphi de Caen avec lequel on travaillera dans un atelier autour de cet outil. Mais avant ça, donc pour tout le monde, j'aimerais bien que là, comme ça, ah, j'ai oublié d'écrire la question. Ça devrait le faire. Ah non, c'est bon. Elle apparaît la question. C'est juste. Déjà, avant de vous faire afficher les questions sur vos outils numériques, je voulais vous expliquer. La question que je vais vous demander, c'est peut-être un peu plus compliqué qu'avant. Alors attention, concentrez-vous. D'après toi, à quelle question scientifique peut-on répondre avec les données de Jardi Biodive? Je crois que vous avez entendu, hein, on a un pot, on attrape les bestioles ou les invertébrés, hein, ou alors on prend un aspirateur à insectes. Et là, vous voyez, je vous montre la cartographie que j'ai pu obtenir grâce aux participants depuis 2017. Il y a 2100 données que j'arrive à avoir partout à travers la France, comme vous le voyez. Ça date d'octobre 2024, hein, vous voyez. Et donc là, l'objectif, je vais vous demander, à partir des données qui ont été récoltées par les personnes qui ont souhaité participer, à quelles questions on peut répondre. Donc je vais voir si vous êtes inspiré. Je lance le WooClap. Voilà, donc il est lancé. Normalement, vous pouvez proposer des questions scientifiques que vous pensez
possible à répondre grâce à Jardi Biodiv et avec tout ce que j'ai pu vous raconter avant. Donc, ce qui sort, oui, on a le mot biodiversité, espèces, population. Oui, après, vous voyez, quand vous mettez plusieurs mots, des fois, ça découpe hein, dans le nuage de mots, mais c'est pas grave. Dans la liste, je verrai vraiment ce que vous avez écrit de toute façon. Peut-être le mettre en liste d'ailleurs, ce sera peut-être plus beau pour ça. Hop. Voilà, liste de résultats. Vous voyez, je voulais vous montrer une autre façon d'observer vos propositions. Donc, j'ai tous les mots qui sortent. Hein. J'ai l'impression que quelqu'un m'a fait un copier-coller. Il y a diversité spécifique qui est affichée, je n'arrive pas à le voir. Je le vois en grille de résultats. Oui, voilà. Il y a quelqu'un qui a fait un copier-coller de ce que est la diversité spécifique ici. Mince, j'arrive pas à cliquer, ça va trop vite. Là, voilà. Ok, et du coup, je repasse en nuage de mots, vous voyez mieux. Donc oui, biodiversité, espèces, la répartition, oui, localisation, nombre d'espèces, effet des pratiques, bien joué. Ok, qualité du sol, j'ai vu, niche écologique des espèces, nombre d'individus, les règnes, la survie des vers de terre, taux de matière organique, bof, pas trop avec l'outil, mais on va répondre un peu plus après. Climatique, biodiversité du sol, composition, état de santé des sols, quantification. Ah bah c'est pas mal, hein. Merci pour les propositions. Je pense que je vais vous faire arrêter, c'est déjà pas mal. Hein. Merci d'avoir proposé ça. En faisant le bilan, ça va être vraiment intéressant d'analyser tout ce que vous proposez. Merci pour votre participation. Alors, hop. Donc, je reviens à ça. Alors, en effet, déjà, hein, la première réponse auquel certains d'entre vous ont pensé, c'est déjà acquérir des données à de nombreux endroits, et je précise inaccessible pour moi. J'ai pas précisé, c'est vrai. Par exemple, dans des jardins privés, vous comprenez bien que si je suis chercheuse, je viens frapper à la porte et je dis bonjour, j'aimerais étudier les cloportes de votre jardin. Je ne sais pas comment vous le prendrez, vous, mais je pense pas que je serais très bien accueillie à chaque fois. Donc, je pense qu'un outil comme ceci peut permettre justement à quelqu'un qui est intéressé et qui veut m'aider dans ma science, étudier dans son jardin les organismes. Donc, en fait, grâce à tout ça, j'ai pu avoir plein de données dans des jardins privés que je n'avais pas, pour lesquels je n'avais pas accès. Et puis oui, j'aime bien dire que, avant d'afficher la question, 2100 données depuis 2017, c'est relativement peu, puisque dites-vous que parfois en un week-end, pour les oiseaux, on peut avoir 10 000 données, parce que les oiseaux, ça donne plus envie d'étudier, malheureusement. Donc, vous l'aviez dit, moi je le reformule avec des questions scientifiques. Quels invertébrés vivent à la surface des sols? Clairement, Jardi Biodif peut aider à répondre ça. Est-ce qu'on trouve la même abondance, le même nombre et le même type d'organismes, donc la diversité comme c'était défini dans une proposition, dans différents endroits? Sinon, pourquoi? Je peux clairement répondre à ça. Si vous êtes intéressé, il y a un article en français qui a été fait dans la revue Études et gestion des sols, donc justement de l'Association française d'études des sols. Hein, vous avez accès, j'ai mis le lien et j'ai fait un bilan pour montrer déjà au bout de 2 ans tout ce que j'avais pu avoir. Et là, les premiers graphiques hein, qui permettent de montrer que j'avais beau proposer juste dans les jardins, mais les gens ont souhaité le faire dans un champ, en forêt, dans des parcelles de maraîchage, dans des jardins, etc. Donc ça me permet de voir s'il y a plus d'organismes à un endroit qu'à un autre avec le même protocole. Ensuite, la composition, parce que comme je vous dis, en fait, on ne connaît pas grand-chose. Et là, vous voyez, on voit plus de fourmis dans les communautés d'invertébrés rampants, les araignées ensuite, les cloportes, les carabes, etc. Et ça peut changer en fonction des endroits. Ensuite, j'ai un peu vu cette réponse, c'est-à-dire que enfin cette question, je veux dire, dans vos propositions, c'est que je peux aussi aller dans des questions plus précises, puisque dans le formulaire que je propose de remplir aux personnes,
Et par exemple, je leur demande s'il y a un composteur dans leur site. Est-ce qu'ils utilisent du paillage? Est-ce qu'il y a un mur qui entoure leur jardin? Et en fait, derrière, il y a des questions scientifiques ou des hypothèses. Par exemple, on peut imaginer en hypothèse scientifique que quand on a un composteur dans un jardin, on aurait plus d'organismes du sol parce que ça attire un peu ces organismes. Et donc voilà pourquoi avoir des questions fines d'un lieu me permet après d'agréger tous les lieux qui ont les mêmes caractéristiques et les comparer à ceux qui n'ont pas cette caractéristique. Et comme ça, je peux répondre à des questions plus précises. Autre exemple, donc là, on va partir en CM1 et CM2 à Strasbourg. Donc, j'ai un projet qui a lieu chaque année et vous voyez dans les classes, donc là, il y a 4 classes qui ont fait leur propre expérimentation avec les aspirateurs à insectes. Ils sont allés collecter dans leur cours d'école qui est minéralisé, imperméabilisé, comme certains l'avaient dit, en dégradation des sols. Et ils ont étudié dans le parc à côté avec les aspirateurs le nombre d'individus. On s'y attendait, hein. L'hypothèse était qu'on en a plus dans les parcs que quand on a du bitume ou béton ou du minéral au niveau du sol. Oui, là, on le voit avec ces 4 classes. Et c'était assez bien. Je suis revenue vers eux et je leur ai montré, bah oui, qu'en effet, questionnons-nous, surtout les plus jeunes humains, là, comme j'ai pu écrire dans mon titre, pour montrer l'intérêt, l'importance de peut-être mettre moins de bitume. Ça pourrait être intéressant et d'enlever ces surfaces minéralisées qui empêchent que des organismes soient présents. Et donc finalement, là, je vais vous présenter peut-être quelque chose qui peut vous parler, puisque là, comme je vous dis, l'objectif de l'atelier qui va arriver après, donc pour tous les amphis, hein, l'idée, ce sera d'imaginer sur votre campus, votre site d'établissement, comment vous pourriez utiliser un outil de sciences participatives. Et là, donc, je vous montre, Jardi Biodive a été utilisé dans un lycée agricole à Courcelles-Chaussy. Et par chance, j'ai rencontré une enseignante hyper motivée qui a développé quelque chose d'assez fou. Et en fait, l'objectif, c'était d'étudier donc un inventaire, comme vous l'avez dit dans le questionnaire avant, la faune rampante qui pouvait se trouver un peu partout dans cet établissement. On va pas prendre le temps de tout lire, hein, puisque le temps passe, mais du coup, ils ont quand même élaboré un questionnement scientifique plus précis, parce que leur site, faut imaginer les établissements, peut-être vous connaissez certains, mais parfois, voilà, vous avez des parcelles en maraîchage, des parcelles en agriculture biologique, des parcelles qui sont justement, puisque c'est un lycée agricole, donc on apprend plein de choses. Et donc là, on s'est focalisé sur la présence d'infrastructures agroécologiques. Est-ce que ça avait un impact sur la biodiversité des sols, la faune rampante ou alors les invertébrés que je dis qu'on étudie avec Jardy Bédil. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des protocoles assez précis en termes scientifiques, c'est-à-dire qu'ils ont souhaité par rapport à une haie qui était présente dans une parcelle, voir si en s'éloignant de la haie, on avait plus d'organismes. Ils ont fait des répétitions, puisque c'est souvent ça, hein, la rigueur scientifique demande des répétitions. Et après, ils ont pu étudier, donc dans les pièges qu'ils avaient posés, les pièges de Jardy Biodive, quels organismes étaient tombés dedans. Et donc, comme je vous dis, ils ont la chance sur ce site d'avoir des parcelles en conventionnel, des parcelles en bio, des parcelles en maraîchage, verger, etc. Et tout ça permet en fait d'avoir plein de lieux différents et de répondre à des différences de communauté potentiellement. Et assez bien, parce que c'est toujours intéressant, hein, les partenariats en sciences participatives avec des établissements scolaires, ça peut se faire à plusieurs périodes en fonction des classes et à plusieurs années. Donc là, c'est vraiment intéressant. Et vous voyez là, en gras, j'ai mis toutes les formations qui ont suivi et qui ont utilisé Jardy Biodive. Vous avez un BPREA en polyculture élevage, par exemple, un CAPA en aménagement paysager, les secondes générales aussi, certaines classes qui ont pu participer, poser leurs pièges, étudier les organismes qu'il y avait dedans, seconde aménagement paysager, le BTS agronomie production végétale. Et puis, donc là, voilà, vous avez des gros tableaux, hein. Je vous ai parlé de numérique, mais il est totalement possible de faire un tableau sur papier ou en tableau Excel, si vous connaissez Excel, pour référencer, voilà, dans le piège A1, on a trouvé tant de carabes, tant de vers de terre, etc. D'ailleurs, oui, les vers de terre qu'on trouve dans les pièges, c'est pas là où on les échantillonne mieux, hein. C'est la moutarde qui permet d'étudier mieux, ou alors un bloc de sol, mais ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, en tout cas, ils ont noté tout ce qu'ils ont pu voir. Et là, je voulais vous montrer un plantoir qui a été créé justement par la terminale d'Acpro Agroéquipement pour vous montrer que c'est allé assez loin, cette collaboration avec ce lycée agricole, puisqu'en fait, ils ont même créé eux-mêmes pour planter les vers, hein, enfin les pots pièges dans le sol, ils ont créé leur propre système.
Et puis, ils ont fait même appel à des enseignants en mathématiques pour faire des calculs d'indices d'écologie simple, la richesse taxonomique, les calculs de moyenne, les interprétations d'analyse, et puis même les propositions d'aménagement, puisqu'ils ont peut-être vu que proche d'une haie, il y avait plus d'organismes. Quand il n'y a pas de haie, on en a moins. Voilà pour l'exemple. Ensuite, donc un autre outil qui a été créé en 2022 suite à Jardi Biodiv et en complément de Jardi Biodiv, c'est l'outil Cubes. Donc là, pareil, je vais assez vite parce que vous pourrez le découvrir grâce à vos outils numériques plus tard. Cubes pour qualité biologique des sols, c'est hébergé par Viginature, donc une plateforme du National, pardon, Muséum national d'histoire naturelle de Paris qui en fait va vous proposer cet outil. Et puis ce que j'aime bien, c'est que vous pouvez aller beaucoup plus finement jusqu'à l'espèce par rapport à Jardi Biodiff qui fait les grands groupes, hein. Là, vous avez une clé de détermination pour les naturalistes d'entre vous, pour aller jusqu'au nom d'espèce. Et puis en direct sur le Internet, vous n'avez pas d'application smartphone hein, pour cet outil. Mais en fait, vous pouvez valider ou invalider, enfin des gens vont valider vos observations ou les invalider. Et du coup, il y a un peu un échange qui permet d'aller plus loin si vous voulez en savoir plus sur cette biodiversité. Et puis donc finalement, je vais finir par les autres outils, puisque vous avez entendu Mégane au tout début, avant que j'intervienne, sur notre réseau hein, qu'on a créé à l'Association française d'études des sols, le réseau des porteurs de projets en sciences et recherche participative sur les sols. Donc si vous souhaitez en découvrir d'autres des projets ou des outils, vous avez accès sur le site de l'association à plein de ressources qui vous permettent, avec des fiches, qui vous permettent de découvrir en fait des projets qui ont pu avoir lieu en France et en apprendre plus. Et je vais en citer deux, puisque donc là, c'est plutôt l'amphi à Rouen qui va travailler en atelier sur ces outils-là. Donc, c'est Clé de Sol, et donc Anne Blanchard, qui est présente à Rouen, en reparlera encore mieux, puisque là, je ne fais que partager leur expertise par rapport à ce projet-là. En fait, il se trouve que là, Clé de Sol est plus focalisée sur la physique et la chimie du sol, et donc l'objectif, enfin, deux objectifs, contribuer à la montée en compétence de la société pour une meilleure connaissance des sols et des enjeux dont ils sont porteurs, et puis améliorer la cartographie des sols aux échelles territoriales avec les méthodes participatives. Comment ça marche là rapidement? Vous voyez dans Clé de Sol, ce qui est proposé aux participants, c'est de choisir une station, d'observer la surface avec une tarière. Donc là, vous voyez qu'il faut être accompagné pour avoir ce gros engin là, qui s'appelle tarière et qui permet d'avoir des visions dans le sol, puisqu'on peut faire sortir des carottes du sol. Et en fait, on peut analyser, on regarde l'hydromorphie, on regarde, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des traces d'eau qui est présente dans le sol, la texture, donc on regarde si c'est plutôt sableux, argileux, etc., la rugosité en surface, etc. On peut prélever des éléments et les envoyer pour analyse en laboratoire, puisque les analyses chimiques ont besoin de grosses machines derrière, donc ça peut être réalisé comme ça. Et puis, sinon, il y a quand même des tests sur le terrain avec des pH-mètres qui peuvent être faits, des stabilités structurales toutes simples, porosité, capacité au champ, réservoir utile. Donc, des fiches qui ont été réalisées dans le projet Clé de Sol pour accompagner les participants qui souhaitent étudier la physique et la chimie de leur sol. Et puis un autre outil qui s'appelle Tous en sol, enfin je vais dire un projet qui s'appelle Tous en sol. Et donc là c'est tout récent, hein, qui est un peu inspiré de Clé de Sol. Et donc là c'est le diagnostic participatif de la qualité des sols urbains des jardins privés. Donc vous voyez ce projet se focalise sur un type d'endroit particulier. Et vous avez, c'est surtout dans le Grand Est, comme vous pouvez voir à Strasbourg, Metz et Nancy. Et en fait, il y a le stage au labo. Donc, grâce à la collaboration avec la plateforme Tous Chercheurs, il est possible de venir dans des petits labos. Vous mettez une blouse blanche et des petits chaussons. Et en fait, ça vous permet d'utiliser les machines pour analyser vous-même la chimie des sols. Donc, je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir développer ça. Malheureusement, ces plateformes Tous Chercheurs ne sont pas partout en France. Mais je vous invite à venir vers Nancy. Vous serez les bienvenus pour découvrir cette plateforme assez formidable pour aller vraiment dans toute la démarche scientifique, puisque c'est vous-même qui pouvez faire les analyses de sol, la physique et la chimie.
Voilà, donc là c'est pareil, hein. Le projet c'est analyse physico-chimique en laboratoire et puis si pas possibilité des personnes de se déplacer, donc il y a les stages J'irai creuser chez vous, des personnes viennent, prennent le sol et vont les analyser et vous pouvez récupérer les données par rapport à ça. Donc c'est vraiment complet. Et ben voilà, j'ai fini à l'heure presque, avec quelques minutes de retard, mais tout va bien. Et donc oui, j'ai remis mon mail si vous souhaitez en savoir plus. C'est assez facile de me trouver sur Google, sur YouTube, vous avez bien compris. N'hésitez pas, de toute façon, tout est enregistré. Donc même si à un moment vous souhaitez revenir sur la présentation, si vous... et les enseignants, n'hésitez pas, hein, d'ailleurs, si vous voulez la présentation, je peux vous la faire suivre pour avoir les liens PDF, etc., avec toutes les ressources que j'ai pu mettre. Ce sera un grand plaisir. Voilà pour mon intervention. Je vais arrêter le partage. Merci beaucoup. Merci Apolline. On ne vous Pas dans l'amphi, mais on espère qu'il y a un entend pas enthousiasme. dans l'amphi, mais on Ouais, on espère voit qu'il les y a mains un qui enthousiasme et que applaudissent. si on voit les mains, on voit les applaudissements.